Et si la véritable cible de la guerre moderne n'était ni les généraux célèbres, ni les chefs militaires affichés aux journaux télévisés, mais ces esprits anonymes, invisibles au grand public, dont personne ne prononce jamais le nom. Imaginez un conflit où l'on cherche non pas à éliminer ceux qui portent les médailles sous les projecteurs, mais les cerveaux discrets, les architectes de la victoire silencieuse. Cette guerre de l'ombre existe-t-elle réellement? Pourquoi l'Ukraine mise-t-elle tout sur l'élimination de ces spécialistes militaires russes, hommes et femmes que rien ni personne ne saurait remplacer? Et surtout, pourquoi la Russie, elle, choisit-elle de ne pas répondre de la même manière? Ce dilemme stratégique, rarement exposé dans les analyses classiques, détermine pourtant le visage de la guerre contemporaine. Le 22 décembre, Moscou est frappé en plein cœur. Il ne s'agit pas d'un simple attentat. C'est le général Svarov, stratège influent de l'état-major, qui périt dès qu'il monte dans sa voiture. Ce n'est pas un acte de vengeance isolé, mais le symbole d'une guerre d'usure, calculée, où chaque perte creuse un peu plus le déficit de compétences côté russe. Pour comprendre l'impact, rappelons-nous des précédents historiques. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la perte du général allemand Rommel fut un coup dur, mais rapidement compensée par la structure hiérarchique. Aujourd'hui, la disparition d'un tel expert, au centre d'un réseau de savoir, ne se remplace plus aussi aisément. L'Ukraine vise prioritairement les hauts spécialistes, ces véritables nœuds d'un réseau d'expertise stratégique et technologique. Leur disparition ne se compense ni par un simple décret, ni par une promotion express. Pensez à ce qu'il s'est passé lors de l'assassinat de l'ingénieur en chef de la NASA dans les années 60. Le programme spatial américain a connu près de 2 années de retard, avec des conséquences en chaîne sur la course à la Lune. De la même façon, chaque disparition de spécialistes russes provoque un effet domino aux conséquences incalculables. La Russie, elle, annonce des représailles, mais choisit une voie différente. Elle s'en prend aux infrastructures, lance des cyberattaques, plutôt que de traquer systématiquement les cerveaux adverses. Cette stratégie, qui s'apparente à une doctrine de la punition systémique, rappelle celle employée par la coalition américaine lors de la guerre du Golfe, où les frappes ciblèrent les ponts, les centrales électriques, les voies ferrées, dans le but de paralyser l'ennemi sans déclencher une guerre totale d'assassinats ciblés. Pourquoi ce choix? Quel risque? Quel gain à long terme? L'histoire fournit des pistes. La guerre froide, par exemple, a vu la CIA et le KGB préférer la subversion et la manipulation à l'élimination physique de têtes pensantes par crainte d'une escalade incontrôlable. Comprendre cette logique, c'est saisir que la véritable bataille ne se joue pas sous les projecteurs, ni sur les champs de bataille traditionnels. Mal interpréter la cible, c'est sous-estimer l'impact à long terme sur la sécurité nationale, la stabilité régionale et même l'avenir de l'État. Il suffit de se souvenir de la perte de certains mathématiciens en Union soviétique dans les années 50, qui a freiné l'innovation stratégique pendant plus d'une décennie. L'ombre portée de chaque disparition dépasse la seule sphère militaire. Elle touche l'économie, la recherche, la cohésion nationale. Pour révéler ces enjeux cachés, il faut revenir à ce 22 décembre et à ce qu'il révèle d'une guerre invisible pour le contrôle du savoir militaire. Cet événement n'est qu'une scène d'un théâtre beaucoup plus vaste, où chaque acteur joue un rôle déterminant, parfois sans même le savoir. Décortiquons d'abord l'attentat de Moscou. Qui était vraiment le général Svarov et pourquoi sa mort a-t-elle autant secoué le Kremlin? Derrière son assassinat se dessine une mécanique froide et patiente, héritée de décennies de rivalités souterraines. Svarov n'était pas un simple officier, il était le garant d'une mémoire institutionnelle, dépositaire de réseaux d'influence reliant armée, industrie et recherche. À titre d'exemple, il avait piloté le développement d'un nouveau système de défense aérienne, dont la mise au point avait nécessité plus de 15 ans et la coordination de centaines de sous-traitants. Sa connaissance du terrain, des équipes et des failles du dispositif était irremplaçable. Un matin ordinaire enveloppe Moscou. Seul le général Svarov grimpe dans sa voiture sombre. Quelques minutes plus tard, la routine explose. Une détonation foudroyante secoue le quartier, pulvérisant le silence en une nuée de débris et de flammes. Il est près de 7 heures, ce 22 décembre, quand le véhicule s'embrase, soufflé par une charge minutieusement cachée sous le châssis, selon une méthode rappelant les attentats contre les scientifiques nucléaires iraniens du début des années 2010. La précision du geste, la discrétion des préparatifs, tout indique une opération menée par une équipe aguerrie. Svarov, pilier de l'état-major russe, périt instantanément. L'onde de choc traverse plusieurs pâtés de maisons, gravant la terreur dans l'esprit des témoins. Les autorités accourent et très vite confirment l'impensable. L'un des cerveaux de la défense a été anéanti.
Ce n'est pas qu'une question de nombre de victimes, mais de qualité de la cible. La perte d'un Sfarov, c'est l'équivalent de la disparition d'un von Braun pour l'armée allemande ou d'un Alan Turing pour les services britanniques, des personnalités dont le savoir ne se duplique pas. Moins de quelques heures plus tard, le comité d'enquête s'adresse à la nation. Toutes les hypothèses sont envisagées, mais la piste ukrainienne s'impose rapidement. Selon les premières analyses, l'opération semble orchestrée ou du moins appuyée par des services spéciaux ukrainiens. À Moscou, ce scénario n'est plus écarté. Il devient central. Les moyens employés rappellent ceux des opérations clandestines du Mossad contre les ingénieurs atomistes irakiens dans les années 80. Une cible, une bombe artisanale, une fuite organisée et le silence sur les commanditaires. Cet assassinat n'est pas un éclair isolé. Depuis plusieurs mois, une vague d'attaques similaires s'abat sur la Russie, frappant des cibles hautement qualifiées, militaires d'élite, scientifiques de pointe, ingénieurs en systèmes d'armes avancés. À chaque fois, la même signature froide, une cible unique, une explosion chirurgicale et un silence revendicateur. En 2023, plus d'une dizaine de spécialistes ont été visés en Russie, parfois même dans des villes considérées jusque-là comme hors de portée. Ce mode opératoire s'inscrit dans une tradition de guerre de l'ombre, que l'on retrouve aussi dans la traque de scientifiques allemands après la Seconde Guerre mondiale, alors que les États-Unis et l'URSS tentèrent de s'approprier les cerveaux du Reich. Pourquoi ces meurtres se succèdent-ils avec une telle régularité ? Pourquoi viser ces experts techniques et non des figures emblématiques ? Dans la violence, une logique implacable transparaît. Saper, pièce après pièce, le socle du savoir-faire militaire russe. Car derrière chaque victime, c'est une décennie d'expérience, un réservoir de secrets et de compétences qui disparaît à jamais. Un seul ingénieur de haut niveau, formé sur 20 ou 30 ans, peut être à l'origine de la supériorité d'un système d'armement, comme l'a montré l'exemple du concepteur du radar britannique Chain-Home, dont l'apport fut décisif pendant la bataille d'Angleterre. Fermer les yeux sur cette série d'attentats, c'est accepter, lentement mais sûrement, de voir s'effondrer les fondations du dispositif de défense. Chaque spécialiste éliminé laisse un vide difficile à combler, affaiblissant l'ensemble de la machine russe. À terme, c'est l'équilibre même de l'État qui vacille, exposé à des pertes irréparables. Rappelons-nous du chaos qui a suivi la disparition de plusieurs ingénieurs de l'aérospatiale russe dans les années 90, provoquant le retard de programmes entiers et l'exode de talents vers l'étranger. Mais si la stratégie ennemie paraît si méthodique, que cherche-t-il vraiment en ciblant ces profils, et non d'autres ? L'objectif n'est pas seulement la peur, mais la désorganisation profonde. En s'attaquant au pivot au pivot de la compétence, les adversaires cherchent à briser les chaînes informelles qui font tenir la structure. Un spécialiste n'est pas seulement un détenteur de titres, il est le point de passage entre plusieurs univers, celui qui fait circuler l'information entre la recherche, la production et le commandement. En éliminant ce maillon, on ralentit tout le système. La réponse se dessine dans l'analyse des méthodes ukrainiennes et occidentales. Il ne s'agit pas seulement de tuer, mais de désorganiser, de priver la Russie de ses atouts rares. Face à cette menace, Moscou doit choisir sa riposte sans tomber dans le piège de la réciprocité aveugle. L'exemple israélien est éclairant. Dans les années 2000, face aux assassinats ciblés de ces scientifiques, Tel Aviv a mis en place des protocoles de protection draconiens, doublés d'une campagne de recrutement accélérée pour former une nouvelle génération d'experts. La mort d'un expert a-t-elle plus de poids que celle de 100 soldats ? Cette question hante la guerre secrète qui bouleverse aujourd'hui les lignes de front. Dans la Seconde Guerre mondiale, la perte simultanée de plusieurs as de l'aviation soviétique a temporairement désorganisé l'ensemble d'un front, malgré la supériorité numérique. Désormais, la cible n'est plus toujours le général, mais l'ingénieur, le stratège, le technicien qui fait tourner la machine de guerre au quotidien. Selon l'analyste B, l'Ukraine, appuyée par les puissances occidentales, concentre ses efforts sur ses foyers de compétences rares. Ces profils relaient la technologie, l'organisation et l'expérience du terrain. Leur valeur repose moins sur leur grade que sur leur réseau informel, leur mémoire des crises passées et leur capacité à improviser. Cette stratégie, qualifiée de décapitation fonctionnelle, vise à rendre l'ennemi vulnérable par l'intérieur sans qu'il s'en rende compte immédiatement. La perte d'un tel expert est une déchirure invisible, mais profonde. Cela brise des chaînes de coordination forgées depuis des années, parfois des décennies. Sans eux, tout ralentit. Les décisions traînent, la lourdeur administrative reprend le dessus et l'intuition laisse place à la confusion. On l'a vu lors de la crise de Suez, quand la disparition soudaine de plusieurs officiers de liaison a plongé la chaîne de commandement dans la désorganisation.
Les conséquences ne sont pas immédiates, mais s'accumulent, insidieuses. Retard, erreurs en cascade, perte de flexibilité, mais surtout une moindre résilience face aux chocs futurs. Ce n'est pas l'effondrement brutal d'une armée, mais l'enrayement progressif d'une machine complexe, qui perd en cohérence et en efficacité. Les grandes crises industrielles, comme la défaillance du programme Concorde après la mort de plusieurs ingénieurs clés, illustrent cette fragilité. Il a fallu plus de 10 ans pour reconstituer les compétences perdues. C'est pourquoi le choix des cibles obéit à des critères stricts. Il ne s'agit pas d'éliminer au hasard, mais de frapper là où la spécialisation est extrême, où l'impact technologique ou politique s'avère maximal, où le pouvoir d'influence reste discret mais crucial. À titre d'exemple, l'assassinat d'un expert en cryptographie, comme ce fut le cas dans les années 50, a pu retarder la modernisation d'un service de renseignement de plusieurs générations. Chaque disparition d'experts, c'est une perte de mémoire, d'efficacité immédiate et de capacité d'adaptation. Derrière chaque attaque s'évaporent des années d'investissement, des milliards d'euros et un capital d'influence durement acquis. La véritable bataille de l'usure se joue là, dans l'effritement progressif d'un tissu de compétences irremplaçables. Mais la Russie doit-elle répliquer point par point ou inventer une autre riposte ? Jusqu'où Moscou peut-elle aller pour protéger ses propres atouts sans franchir certaines limites ? L'exemple de la France après la perte de plusieurs chercheurs du CNRS dans les années 90 montre qu'il existe des réponses possibles. Multiplication des programmes de mentorat, création de réserves de talents et internationalisation de la recherche. Pour comprendre cette dynamique, il faut examiner les réponses concrètes du camp russe face à ces pertes ciblées. Quelle stratégie Moscou privilégie-t-elle pour préserver l'intégrité de son appareil militaire ? La Russie, à la différence de ses adversaires, a traditionnellement misé sur la résilience de ses structures, la redondance des compétences et la formation continue. Mais face à une vague d'assassinats ciblés, ces mesures suffisent-elles ? Riposter, frapper les ports ou viser les cerveaux ? Après l'assassinat du général Svarov, la Russie n'a pas répondu par des opérations ciblant des individus, mais par des frappes massives sur Odessa et d'autres points stratégiques. Ports, dépôts logistiques et infrastructures énergétiques ont été dévastés, paralysant la vie quotidienne et les capacités militaires de l'Ukraine. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Pendant la guerre Iran-Irak, Téhéran et Bagdad ciblaient systématiquement les raffineries et les ports adverses pour ruiner l'économie de guerre de l'autre camp. Ce choix révèle une divergence profonde de doctrine. Tandis que l'Ukraine et ses alliés occidentaux visent les têtes pensantes, la Russie s'attaque à l'épine dorsale logistique. Elle cherche à démanteler la mobilité, l'approvisionnement et le commandement adverse. Objectif : rendre chaque opération ukrainienne plus lente, plus risquée, plus incertaine. Cette doctrine rappelle le blocus continental imposé par Napoléon contre l'Angleterre, visant à l'asphyxie économique plutôt qu'à l'élimination de ses élites militaires. Dans cette guerre d'usure, la pression logistique se transforme en arme absolue. Détruire un port ralentit l'arrivée de matériel, bloque l'exportation de céréales, épuise l'économie et sape le moral. Chaque centrale ou dépôt anéanti entame sur la durée la résistance de l'adversaire. Mais l'histoire a montré les limites de cette stratégie. Lors du siège de Leningrad, malgré la destruction des infrastructures, la ville a résisté grâce à la résilience et à l'organisation de ses habitants. Mais cette stratégie soulève un dilemme éthique et tactique. Pourquoi Moscou s'interdit-elle, jusqu'ici, d'éliminer des cibles humaines hors du champ de bataille ? Par crainte de franchir certaines lignes rouges pour afficher une méthode différente ou par peur d'un engrenage incontrôlable ? La guerre froide a montré que les assassinats ciblés peuvent entraîner une réaction en chaîne incontrôlable, comme ce fut le cas lors de l'affaire Litvinenko, qui a durablement détérioré les relations entre la Russie et l'Occident. La moindre erreur de riposte pourrait déclencher une escalade incontrôlée ou, à l'inverse, affaiblir la crédibilité russe. Dans les états-majors, chaque option est pesée. Répondre par l'assassinat expose à l'engrenage de la vengeance. Rester sur une approche propre mais systémique, c'est risquer de paraître moins dissuasif. Les stratèges soviétiques des années 70 avaient déjà mis en garde contre la spirale meurtrière qui menace toute doctrine du coup pour coup. Sur le terrain, une seule perte humaine peut coûter des années de savoir-faire, des milliards d'euros d'investissement, voire l'avenir technologique d'un État. Jusqu'à présent, Moscou privilégie la destruction des infrastructures. Mais cette doctrine résistera-t-elle à la montée de la violence, à l'évolution du conflit et à la pression des opinions publiques ? L'expérience américaine au Vietnam a montré que la pression populaire peut forcer un changement de stratégie, même contre la volonté des militaires.
La guerre ne se limite donc ni aux drones ni aux missiles. Elle se joue aussi dans les cerveaux et les réseaux. Mais qui, à terme, paiera le prix le plus lourd de cette stratégie ? L'histoire du programme Manhattan est instructive. La perte de plusieurs physiciens aurait pu compromettre l'ensemble du projet, bien plus que la destruction d'un laboratoire. Chaque frappe ciblée n'est pas qu'une disparition de plus sur la carte, mais une onde de choc calculée au cœur du système. L'Ukraine ne cherche pas la victoire rapide par le fracas, mais une lente érosion. Affaiblir, grignoter, raréfier l'expertise qui fait tourner la machine militaire russe. Ici, gagner ne signifie pas conquérir, mais priver l'adversaire de ressources humaines irremplaçables, patiemment formées sur parfois plus de 30 ans. Ce principe a été théorisé dès l'Antiquité par Sun Tzu. Priver l'ennemi de ses meilleurs officiers vaut mieux que 1000 victoires éclatantes. Dans cette guerre de l'ombre, la perte d'un spécialiste n'est pas qu'une question de décoration. Certains profils sont nés de décennies de pratiques, de réseaux invisibles, de savoir-faire transmis hors des manuels. Leur disparition laisse un vide qui ne se comble pas avec une simple promotion. Chaque absence déclenche des réactions en chaîne. Retard, perte de compétences, projet secret soudain mis à l'arrêt. On l'a vu lors de la disparition du chef de la mission Apollo, dont l'absence a ralenti le programme spatial américain. Pour la Russie, chaque nouvel assassinat a un double tranchant. D'un côté, il soude la population autour d'un récit de siège, attise le patriotisme et la méfiance, radicalise le discours officiel. De l'autre, il fragilise la confiance interne, fait hésiter les jeunes talents, refroidit les ambitions dans les secteurs stratégiques. La peur s'infiltre jusque dans les laboratoires et les bureaux d'études. Durant la purge stalinienne, la disparition de milliers de scientifiques a laissé des traces jusque dans les années 70. La ressource décisive, ce ne sont ni les chars ni les missiles, mais bien cette élite technique, ingénieurs, coordinateurs, cyberspécialistes. Leur nom ne figure nulle part, mais leur disparition peut coûter des années d'efforts perdus ou des milliards d'euros dilapidés. Certains domaines, comme l'espace ou la guerre électronique, ne tolèrent aucune faille de continuité. C'est l'équivalent moderne de la perte des scribes dans l'Égypte antique. Sans eux, l'État tout entier devient aveugle. Face à cette stratégie d'usure, Moscou répond autrement. Frappe sur les infrastructures, paralysie des réseaux, attaque sur les centres de commandement, mais sans verser massivement dans l'assassinat ciblé. Cette retenue n'est pas morale, mais tactique. Franchir certaines lignes rouges exposerait la Russie à une escalade incontrôlable, voire à l'isolement diplomatique. On l'a vu avec l'affaire Skripal, qui a valu à Moscou de nombreuses sanctions internationales. La guerre se joue donc désormais sur la survie des cerveaux, pas seulement sur la conquête de territoires. Protéger ou renouveler ces profils rares sera décisif pour l'issue du conflit. À terme, chaque disparition pèse plus lourd qu'un stock de missiles. C'est l'avenir technologique, la cohésion et la réputation d'une nation qui sont en jeu. Les leçons des guerres précédentes, du Vietnam à l'Afghanistan, montrent que la perte du capital humain est la plus difficile à compenser. Le dilemme est clair. Poursuivre la guerre d'usure au prix de pertes techniques immenses ou inventer une manière nouvelle de préserver et d'attirer les talents. L'impact sur la société, la radicalisation et la légitimité de chaque camp pourraient déterminer le véritable vainqueur de cette guerre invisible. La France, après la vague d'attentats des années 80, a investi massivement dans la formation et la protection de ses élites scientifiques. Mais cette guerre de spécialistes, silencieuse et implacable, ne laisse aucune place à l'improvisation. Chaque camp doit maintenant décider jusqu'où il est prêt à aller pour défendre ses élites et son avenir. Des mesures concrètes peuvent être prises: sécurisation accrue des déplacements, création de viviers de compétences, mentorat systématisé, recours à l'intelligence artificielle pour pallier certaines pertes humaines, ou encore internationalisation des programmes de recherche pour diluer les risques. Alors que feriez-vous? Riposter œil pour œil ou choisir la réforme stratégique? Cette alternative n'est plus théorique. Chaque nation confrontée à la guerre hybride doit décider, copier l'adversaire ou inventer sa propre limite. Les États-Unis, après les attentats du 11 septembre, ont dû arbitrer entre frappes ciblées et réformes profondes de leurs agences de renseignement. La tentation de frapper les élites ennemies est immense. Sur le papier, éliminer un cerveau militaire semble offrir un avantage décisif. Mais chaque action symétrique ouvre la porte à des conséquences douloureuses: perte de légitimité, engrenage de représailles et surtout une réputation internationale qui peut se briser en une seule nuit. L'élimination du général Soleimani par les États-Unis en 2020 a provoqué une onde de choc mondiale, dont les conséquences politiques et militaires sont encore débattues aujourd'hui.
Où placer la frontière? Jusqu'où aller pour se défendre sans devenir ce que l'on combat? L'enjeu n'est plus individuel, il devient collectif. La ligne rouge que nous traçons ensemble façonnera l'avenir de notre État et sa capacité à rester maître de ses choix. Les grandes conventions de Genève, nées des horreurs du XXe siècle, ont tenté d'encadrer ces pratiques, mais la guerre hybride les met aujourd'hui à rude épreuve. Aujourd'hui, le poids de chaque citoyen, de chaque observateur, influence la doctrine de demain. Face au dilemme entre efficacité immédiate et respect d'un cadre éthique, quelle voie préconiseriez-vous? Jamais la séparation entre pragmatisme et sauvagerie n'a paru aussi fragile. Les débats parlementaires, les analyses des think tanks, les réactions de la société civile contribuent à définir les limites du possible. Pour l'instant, Moscou mise sur une riposte systémique, ciblant l'infrastructure plutôt que les individus. Mais combien de temps cette retenue résistera-t-elle à la pression de la rue, à la logique de la guerre moderne et aux modèles, venus d'ailleurs? L'histoire nous enseigne que les doctrines évoluent avec les circonstances. La France, l'Angleterre, les États-Unis ont tous été tentés à un moment ou à un autre de franchir la ligne rouge. La survie d'un État ne tient pas qu'à la force brute. Elle dépend de sa capacité à défendre ou à sacrifier ses propres principes. À chacun de nous d'entrer dans ce débat, car la norme de demain s'écrit dès aujourd'hui. Nous sommes tout comptables des limites que nous acceptons ou refusons de fixer. À l'heure où la guerre des cerveaux fait rage dans l'ombre, chaque décision, chaque omission, chaque silence comptera dans le bilan final. La question n'est plus « qui a gagné ?», mais que reste-t-il de notre humanité à la fin de cette guerre invisible ?